Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aller faire un petit tour du côté de l'actu, ça bouge un petit peu du côté des rumeurs pour les futures cartes graphiques, que ce soit chez Intel, AMD et Nvidia. On a aussi quelques petites infos et des rumeurs aussi côté processeur avec Zen 5 qui se fait de plus en plus présent dans les rumeurs. Enfin bref, allons voir tout ça juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50, et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email, ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam, au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7, qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Et donc on commence du côté des processeurs avec Intel et la fin de Raptor Lake version K en boîte. Bon, dit comme ça peut paraître incroyable, mais c'est juste la fin des versions boîte pour une partie de la génération 13 des processeurs de chez Intel. Ce qui n'a rien de vraiment hyper surprenant, puisque les 13600K KF et supérieurs ont été remplacés par la génération 14, et vu que les deux générations sont vraiment quasi identiques, il n'y avait pas de grande raison pour Intel qu'ils continuent de produire les deux en même temps. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils disparaîtront totalement du marché, puisque bien évidemment le stock de génération 13 prendra du temps à s'écouler, vu que même encore à l'heure actuelle, on trouve toujours par exemple des processeurs de génération 12 assez facilement. Donc bon, comme souvent, il faudra surtout guetter les baisses de tarifs et les bons deals. Et c'est vrai que parfois, on trouve des plutôt bons prix du côté de chez Intel. C'est vrai qu'on a vu passer des 14600K ou des 13600K à des tarifs plutôt intéressants dernièrement. Et en ce qui concerne les générations 13 et 14, justement, dernièrement, on entend parler de problèmes avec les i9 et i7, selon ZDNet Corée, puisqu'il y aurait plusieurs utilisateurs qui auraient des soucis de stabilité avec ces processeurs-là, les processeurs les plus énergivores de la gamme, avec la compilation de shader par exemple, ou comme sur Tekken 8 et d'autres jeux qui rencontrent une erreur Not Enough Video Memory. Alors ça peut laisser penser que c'est un problème avec la carte graphique, mais en fait non, c'est le processeur qui coince. On entend aussi parler de dégradation de ces processeurs-là plus rapides que l'ordinaire, ou que la normale, et des retours un petit peu plus fréquents sur certains de ces modèles-là. Bon alors c'est vrai que les 13900, 14900K ou KS, ou même le 14700K, c'est un secret pour personne, ce sont des processeurs qui sont un petit peu poussés dans leur dernier retranchement de base, et en plus de ça, c'est vrai que sur la plupart des cartes mères, les limites de consommation sont débloquées par défaut, ce qui implique une consommation et une chauffe quand même assez énorme. Et en réalité, c'est plus ou moins du hors-spec, avec sûrement en plus un voltage plus élevé que ce qui est préconisé de base, probablement pour faire en sorte que lors des tests et des comparaisons de cartes mères, les fabricants qui poussent les processeurs les plus loin soient sur le haut du tableau. Puisque les specs officiels d'Intel c'est 253 watts max, mais il y a beaucoup de cartes mères où il faut aller soi-même bloquer le processeur pour les mettre à ce niveau-là. Et pour moi, c'est là qu'il y a un des plus gros problèmes. Il faut vraiment, je trouve, que les fabricants de cartes mères arrêtent d'overclocker les processeurs par défaut. Il y a des specs officiels, suivez-les par défaut. Et si un utilisateur veut faire un overclock, alors oui, là on peut avoir l'option de le faire, mais j'ai envie de dire, pas l'inverse. On ne devrait pas aller chercher à les bidouiller dans le BIOS pour justement bloquer le processeur à ses specs de base. Pour moi, c'est un petit peu contre-productif. Et c'est vrai que comme on l'a vu aussi à l'époque de la sortie des 7800 X3D, les fabricants de cartes mères, des fois, ils envoient beaucoup plus de voltage que de raison, et ça peut poser problème. Donc, qu'avec des processeurs comme les 13900 ou 14900K, qui sont déjà de base hyper gourmands et déjà poussés, je dirais, à balle, que les fabricants de cartes mères les poussent encore plus loin, pour moi c'est un petit peu un non-sens et je suis pas vraiment surpris du coup que ça peut poser problème chez certaines personnes. Donc bon, dites-moi dans les commentaires si vous avez rencontré ce type de problème avec ce type de processeur là ou si vous en avez entendu parler aussi. Personnellement, j'ai pas rencontré de soucis avec les 14700 et 14900K que j'ai pu tester, mais le problème n'apparaît peut-être qu'au bout de quelques temps aussi, donc peut-être que je le rencontrerai plus tard, mais jusqu'ici, j'ai pas eu de problème. Pendant qu'on est dans les processeurs chez Intel, il y a aussi une annonce de processeur pour socket LGA 1851 qui aurait dû être la vraie génération 14 avec les puissants Meteor Lake S qui aurait dû être la version pour PC de bureau.
Mais comme on l'a vu fin 2023, Intel avait décidé de ne sortir cette génération-là Meteor Lake que sur les laptops, ce qui nous a amené le refresh de Raptor Lake en tant que génération 14 sur les PC de bureau. Mais bon, comme on peut le voir ici, on devrait quand même retrouver du Meteor Lake, mais sur un segment différent. Meteor Lake PS, qui est plus orienté Edge Device, comme le dit Intel, à savoir des systèmes type mini PC avec un SoC tout en un. Donc c'est quasiment ni plus ni moins que les puces laptop portées sur un format différent, mais qui peut malgré tout intéresser certaines personnes dans certains usages spécifiques. Le segment des APU avec une partie graphique intégrée plutôt performante pour faire du 1080p 30 fps, tout ça, puisque comme on peut le voir ici, il y a une partie de la gamme avec du Intel Arc, et on a une gamme à 45 watts et une gamme à 15 watts, donc évidemment, bon, c'est du produit assez niche, ça intéressera un certain public, mais c'est intéressant je trouve de voir les premiers pas du socket 1851, qui pour rappel est de même taille et de même format que le LGA 1700 actuel, puisqu'on voit ici une photo comparative des deux sockets, le 1851 et le LGA 1700 actuel, et en gros c'est le même format. Ce qui veut dire que les systèmes de refroidissement actuels pour le LGA 1700 seront compatibles aussi avec ce futur socket, qui normalement devrait être utilisé pour la génération de processeurs Intel à venir sur PC de bureau. La différence entre les deux, c'est plus au niveau des pins et des détrompeurs et tout ça, ils sont pas compatibles, même s'ils ont la même taille. Donc bref, même si on ne devrait pas retrouver Meteor Lake, je dirais sur PC de bureau classique, on attend toujours, je dirais, Arrow Lake, du coup pour fin 2024, qui serait la vraie nouvelle génération de processeurs chez Intel. Petit détour toujours chez Intel, qui lors de son event Vision 2024, qui a eu lieu il y a quelques jours, ils ont aussi présenté leur nouveau produit orienté à l'intelligence artificielle, avec ici le Intel Gaudi 3, qui doit venir concurrencer les H100 et 200 de chez Nvidia. Donc sur le papier, c'est plutôt prometteur, avec de la SRAM sur les puces, un packaging quand même assez complexe, avec deux puces fabriquées chez TSMC. Et c'est vrai que c'est toujours surprenant de voir qu'Intel fabrique certaines de ces puces dans une fonderie autre que leur propre fonderie. Ce qui implique quand même quelque part qu'au niveau process de fabrication, pour l'instant, Intel est quand même un petit peu à la bourre par rapport à TSMC, puisqu'ils fabriquent même pas leurs propres, je dirais, produits les plus avancés chez eux. Donc bon, on verra bien comment ça évolue par la suite. Sinon, au niveau des performances pour ce Gaudi 3, ça a l'air plutôt correct. Intel indique des performances quand même assez proches du H200. Bon, dans la majorité des API, c'est quand même soit équivalent, soit un cran en dessous. Par contre, c'est vrai qu'il y a quelques inferences où c'est quand même un bon cran au-dessus. Il y en a certaines où on a 3.8 fois les performances du H200 ou 2.3 en Falcon 180B. Alors après, c'est vrai que le hardware, c'est qu'une partie du problème, je dirais. Et ce qui fait que beaucoup de monde investit et reste chez Nvidia, c'est aussi principalement pour tout ce qui est software. Donc, que ce soit pour Intel ou AMD, la bataille va quand même être assez rude, puisque Nvidia est quand même très bien implanté sur ce secteur de l'intelligence artificielle. Et même si Intel et AMD peuvent proposer, je dirais, des produits concurrentiels au niveau hardware, c'est plus sur le software que ça joue, je pense. Après, on verra bien comment ça évolue. Un petit peu plus intéressant probablement pour nous, c'est des rumeurs en ce qui concerne Battlemage, la prochaine génération de cartes graphiques pour PC de bureau de chez Intel, puisque c'est vrai qu'en dehors d'un ça arrive au mois de janvier, on n'a pas vraiment une nouvelle, et c'est vrai qu'Intel se fait quand même très discret sur le sujet actuellement. Alors, selon Computer Base, certains partenaires d'Intel indiquent que Battlemage pourrait débarquer avant le Black Friday 2024, donc avant décembre. Et c'est vrai que c'est à la fois proche et loin à la fois, puisque clairement, en arrivant si tard, Intel va être, je dirais, en concurrence avec la nouvelle génération des concurrents, et non plus juste la génération actuelle. Un petit peu comme ce qui s'était passé sur leur carte Arc de première génération. Alors après, comme souvent, ce qui importe le plus, c'est le performance-prix, et si leurs produits sont compétitifs, ça peut rester intéressant. D'autant plus que niveau driver, on suppose quand même que ce sera d'emblée beaucoup mieux que pour la sortie d'Alchemist, qui avait quand même beaucoup de problèmes. Et personnellement, j'espère que les tarifs seront aussi un petit peu plus compétitifs en Europe que ce qu'ils sont actuellement, puisque c'est vrai que depuis la fin des cartes édition limitée d'Intel, les prix chez nous sont quand même particulièrement mauvais par rapport à ce que propose la concurrence. Alors c'est probablement dû aussi au fait qu'Intel pour l'instant a pas énormément de partenaires au niveau des cartes custom, on va dire, donc j'espère vraiment que ça va changer pour Battlemage. On verra bien ce qui se passe, mais c'est vrai que j'attends quand même impatiemment de voir ce que vont proposer ces nouvelles cartes graphiques. Alors pendant qu'on est dans les rumeurs, on passe chez AMD avec Zen 5 qui fait quand même de plus en plus parler de lui dernièrement, que ce soit au niveau des performances supposées et aussi de son apparition dans les drivers chipset et dans les firmware pour certaines marques. Puisqu'il y a eu mention de Zen 5, on va dire, dans un firmware chez Asus. Ce qui veut dire qu'on se rapproche tout doucement de la sortie. Alors ça veut pas dire pour autant que ça débarquera dans quelques semaines,
Aux dernières rumeurs, on se dirigerait plus pour une sortie pour la fin de l'année, qui risque quand même d'être assez chargée encore une fois, puisque là on risque d'avoir beaucoup de sorties en même temps. Au niveau des rumeurs, pour les performances, alors je vous invite grandement à prendre d'énormes pincettes, puisque c'est vrai qu'en ce moment on entend tout et n'importe quoi. Puisque par exemple, on a vu que Moore's Law is Dead s'était vu fournir des faux slides et informations qu'il a retranscrit comme OK selon ses sources. Donc, en ce qui concerne ceux qui font uniquement des fuites, même s'il arrive qu'ils aient de vraies infos, faut pas non plus oublier que bien souvent, ça peut aussi être de la spéculation totale. Par exemple, je prendrai pas trop de risques en vous disant que Zen 5 sera probablement entre 10 et 20% plus performant que Zen 4 en single thread, et probablement 30 à 40% en multithread. Vu que c'est souvent la fourchette de perf en plus au niveau de l'IPC chez AMD ces derniers temps. Et pourtant, j'ai aucune source. Donc bon, que Moore's Law is Dead se soit fait piéger entre guillemets, c'est pas vraiment hyper surprenant. En plus, de ce qui ressort de tout ça, c'est que la source 1 et la source 2, apparemment, c'était la même personne. Donc c'est vrai que toutes les rumeurs qu'on peut entendre à droite à gauche, prenez jamais ça pour argent comptant, ça reste des rumeurs, ça reste de l'entertainment, on va dire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent s'avérer correctes ou presque correctes par la suite, ce qui permet de dire, j'avais raison, mais il y a aussi beaucoup de choses souvent qui passent à la trappe derrière, et on fait comme si ça avait jamais été dit, donc bon. En ce qui concerne Zen 5, on va attendre de voir ce qu'AMD va nous dire au Computex, qui arrive au début juin, il me semble. Et là, on devrait probablement avoir une annonce, comme ce qui s'était passé pour Zen 4 la dernière fois. Toujours du côté des rumeurs chez AMD, mais du côté carte graphique maintenant, avec RDNA 4, qui fait un petit peu plus parler de lui dernièrement. Alors, on va toujours prendre les moufles et les pincettes, mais ce qui ressort le plus en ce qui concerne RDNA 4 depuis le début, c'est que ce serait une génération sans déclinaison très haut de gamme, donc pas de carte équivalente à la 7900 XTX de la génération actuelle. Et probablement pas de carte plus performante que celle-ci non plus. Puisque les plans d'AMD pour les grosses puces RDNA 4 en chiplet, ça avait l'air d'être un truc de foufou, ça aurait été tout simplement annulé pour passer sur RDNA 5 un petit peu plus vite. Donc pour RDNA 4, on retrouverait deux puces, Navi 44 et 48, fabriquées sur le N4P de chez TSMC. Et contrairement à ce qu'on a vu pour les générations précédentes, Navi 48 serait la plus puissante des deux. Donc déjà, rien que sur le nom des puces, c'est différent de ce qu'on a eu sur RDNA 2 et RDNA 3, puisque d'habitude, ce sont les puces avec les chiffres les plus petits qui sont les plus performantes. Probablement parce que ce sont celles qui sont conçues en premier, avec des déclinaisons moins performantes ensuite. Donc Navi 48, ce serait une puce monolithique, et non plus en chiplet comme pour le Navi 32 D7700 XT et supérieur. Et Navi 48, ça pourrait être assez proche de la 7900 XT actuelle, en rasterisation, voire un poil au-dessus, avec des performances en ray tracing par contre meilleures. Si on reprend un petit peu le tableau récapitulatif qui est paru chez 3D Center sur Twitter, donc ça prend avec des persets encore une fois, selon le tarif, ça pourrait être intéressant si AMD se montre un petit peu plus agressif que sur la génération actuelle aussi. Puisque oui, dans le contexte de la génération actuelle, une pseudo 7900 XT à 500$, ça paraît plutôt bien, mais c'est vrai que dans le cadre d'une nouvelle génération, c'est juste normal en fait. On aura juste grimpé d'une gamme au niveau du performance-prix, si c'est ce qui se passe, mais il n'y a rien d'exceptionnel. C'est plus ou moins ce qui s'est passé sur la génération actuelle, que ce soit chez AMD ou chez Nvidia, donc on suivrait exactement le même schéma. Donc pour que ce soit vraiment hyper intéressant, il faudrait que ce soit limite encore un petit peu moins cher. Puisque c'est vrai que si on regarde les puces actuelles, le Navi 32 qui est utilisé sur la 7800 XT par exemple, alors c'est une puce de 348 mm2 avec un hybride au niveau du process de fabrication, avec le M5 de chez TSMC pour le JCD, et pour les MCD on est sur le M6. La Navi 48, on serait en monolithique, et on serait sur le N4P de chez TSMC, avec une puce quand même pas mal plus petite, puisqu'on serait sur du 240 mm2, soit à peine plus grand que le Navi 33 actuel, qui équipe les 7600 et 7600 XT. Donc même si le N4P coûte probablement plus cher à utiliser que le N5 et N6, vu qu'au niveau du packaging c'est plus simple également que Navi 32 avec ses chiplets, l'un dans l'autre, normalement, Navi 48 devrait coûter un petit peu moins cher à produire, en théorie. Après, j'ai pas fait les calculs, j'ai pas regardé les prix, j'en sais rien. Mais j'irais, en toute logique, ça me paraît devoir coûter un petit peu moins cher, voire similaire. Donc bref, même si j'aimerais bien que ça coûte moins cher que la 7800 XT, j'ai quand même peu d'espoir que ce soit le cas.
Et pour Navi 44, c'est pareil, on serait sur de la toute petite puce, puisque comparé au Navi 33 actuel, des 7600 et 7600 XT, qui sont toujours fabriqués sur le N6 de chez TSMC, on passerait sur du N4P, donc un bon gain sur le process de fabrication, ce qui pourrait amener, comme on le voit ici, à une toute petite puce, puisqu'on passerait de 204 mm² à 130 mm², ce qui est vraiment tout petit, puisque si on regarde au niveau des specs ici, on serait sur du 32 compute unit, les Raster Engine on serait toujours sur 2, donc dans la logique on serait avec des améliorations pour RDNA 4 par rapport à RDNA 3, surtout si AMD a corrigé les problèmes qu'il y a eu sur RDNA 3, on devrait avoir une carte plus performante que Navi 33, on devrait en toute logique se situer quelque part entre la 7600 XT et la 7700 XT, ce qui est bien, mais pas non plus incroyable au niveau des performances. Donc bref, c'est vrai qu'aussi rien qu'en passant sur le N4P par rapport aux générations actuelles, ça devrait permettre à RDNA 4 d'être en progrès au niveau de l'efficacité énergétique, qui n'était pas le point fort de RDNA 3, et si en plus de ça, il n'y a plus les mêmes soucis d'architecture qu'a rencontré RDNA 3, ça pourrait en faire une génération plutôt correcte, même s'il n'y a pas de carte très haut de gamme. Alors après, comme d'habitude, ça dépendra aussi beaucoup des prix. Donc on verra bien ce qui se passe de ce côté-là. On entend parler d'une sortie pour fin 2024. On attend d'en savoir plus, mais là c'est pareil, Navi 48 et tout ça, ça commence à apparaître dans certains trucs un petit peu plus techniques chez AMD. Donc on se doute que c'est dans les tuyaux. Après on verra bien ce qui se passe. Toujours dans les rumeurs, mais du côté de chez Nvidia ici, avec les RTX 5000 qui pourraient débarquer pour le 4e trimestre, donc pour fin 2024, selon certains partenaires d'Nvidia. Donc là aussi, les pincettes de rigueur, même si il y a Copit7Kimi qui a un très bon passif sur les rumeurs côté Nvidia, qui semble indiquer lui aussi une sortie pour fin 2024, pour la génération 5000. Plusieurs choses à préciser quand même, c'est qu'au niveau du timing, ça n'aurait rien d'exceptionnel. Ça fait une paire de fois qu'Nvidia suit un cycle de 2 ans par génération, et là, fin 2024, on y est. Et même s'il y a eu pas mal de rumeurs comme quoi Nvidia décalerait la sortie de Blackwell pour plus tard, la question à se poser c'est pourquoi est-ce qu'ils feraient ça si tout est prêt, s'il n'y a pas de problème de fabrication, qu'ils ont les capacités de production disponibles chez TSMC, il n'y a aucune raison de repousser la sortie d'une nouvelle génération de cartes. D'autant plus s'il n'y a pas de concurrence sur le haut de gamme, puisque même si la 4090 se vend très bien, la 5090 se vendrait sûrement encore mieux pour plus cher. Alors après je dis plus cher, mais en réalité j'en sais foutrement rien. On avait aussi entendu dire la dernière fois que la 4090 ça allait coûter 2500$, c'est sorti à 1600. Bon alors après les prix ont fluctué depuis la sortie pour plusieurs raisons, mais la 5090, on sait pas ce qui va se passer, on connaît pas le prix, et on sait pas si ça va augmenter, beaucoup ou pas, on verra bien. Mais bon c'est assez amusant puisqu'on avait exactement les mêmes rumeurs pour l'RTX 4000, je sais pas, souvenez-vous la vidéo de Jace2Sense, cette fameuse vidéo où il nous disait qu'il avait de très très bonnes sources et que les RTX 4000 ça sortirait pour 2023 et qu'il fallait acheter des 3090 Ti 3 mois avant la sortie de la 4090. C'était pas vraiment le meilleur des conseils. Donc bref, oui, il y a de fortes chances que la génération RTX 5000 débute fin 2024. Par contre, ça veut pas dire qu'on aura toute la gamme d'un coup. Il y a de fortes chances qu'il n'y ait que la 5090, voire peut-être aussi la 5080 en 2024, et le reste en 2025, comme pour la génération 4000, où la gamme initiale, je dirais, est sortie sur plus de 6 mois. Là aussi, on attendra d'en savoir plus. Alors, on retourne du côté de chez Intel avec la sortie du XeSS 1.3. Alors, quoi de nouveau ici ? La bonne nouvelle, c'est que la qualité d'image est apparemment meilleure, la reconstruction est plus propre qu'avant, il y a moins de ghosting, un meilleur anti-aliasing, un nouveau modèle d'intelligence artificielle semble meilleur qu'avant, selon les premiers tours que j'ai vus sur la chose. C'est vraiment mieux qu'avant, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors Intel a aussi rajouté de nouveaux profils, et là je suis quand même beaucoup plus sceptique, puisque Intel indique avoir de meilleures performances qu'avant, en comparant le XeSS Performance au XeSS 1.3 Performance par exemple, sauf que comme ils ont changé la résolution de base pour le scaling, ils ont grosso modo décalé ça d'un cran, puisque si on regarde le tableau ici, on voit qu'avec le XeSS 1.3, le mode Ultra Quality Plus, ça correspond au mode Ultra Quality qu'on avait auparavant. Le mode Ultra Quality du 1.3, ça correspond au mode Quality de l'ancienne version du XeSS. Le mode Quality actuel, ça correspond au mode équilibré de l'ancienne version du XeSS, et ainsi de suite. En fait, ils ont tout décalé d'un cran. Et c'est vrai que si on regarde le tableau de performance qu'ils ont fourni sur Cyberpunk 2077, on voit par exemple que le mode Quality actuel, qui correspond au mode équilibré auparavant, le mode Ultra Quality actuel, ça correspond au mode Quality actuel de l'ancienne version du XeSS, et ainsi de suite. En fait, ils ont tout décalé d'un cran. Et c'est vrai que si on regarde le tableau de performance qu'ils ont fourni sur Cyberpunk 2077, on voit par exemple que le mode Quality actuel, qui correspond au mode équilibré auparavant,
Bah là maintenant avec le XeSS 1.3 c'est 57 fps, le mode équilibré avant c'était 58, donc en réalité c'est plus ou moins les mêmes performances qu'avant. C'est même un petit peu moins bien dans cet exemple-là. Donc au niveau des performances, il n'y a rien eu de gagné, je dirais. C'est juste que comme ils ont une meilleure qualité d'image au niveau de l'upscaling, bah, ils se sont dit, on va décaler ça d'un palier. Après tout, pourquoi pas. Bon alors après j'ai envie de dire, Intel peuvent bien faire ce qu'ils veulent au niveau des appellations des différents settings, au niveau de l'upscaling. Par contre moi ce que je trouve dommage, ben, c'est que c'est plus vraiment raccord avec les upscalers des autres marques, puisque que ce soit Nvidia ou AMD et jusqu'ici Intel, c'était les mêmes coefficients à chaque fois. Là ce sera plus le cas, donc on pourra plus comparer je dirais de mode quality à quality. Si on veut comparer à résolution de base égale, bah, chez Intel par exemple, pour le mode quality, il faudra utiliser le mode ultra quality. Donc bref. C'est un petit peu dommage, je trouve. Mais bon, ce qui est intéressant avec le XeSS, ben, c'est que tout comme avec le DLSS, on peut modifier les fichiers des jeux pour changer la version de celui-ci. Donc sur des jeux où il n'y avait que le XeSS 1.0 par exemple, ben, vous pouvez remplacer les fichiers pour passer en 1.3 et avoir une meilleure qualité d'image. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Donc dans l'ensemble, ça reste quand même une plutôt bonne nouvelle pour les détenteurs de cartes Intel, mais aussi pour les détenteurs de Radeon, puisque le XeSS propose quand même souvent une meilleure qualité d'image que le FSR, et comme l'ont déjà montré certains tests sur le sujet chez Hardware Unboxed, ben parfois, même en utilisant un upscaling plus agressif, la qualité d'image reste meilleure avec le XeSS que le FSR. Donc par exemple, il y a des scénarios où le XeSS en mode équilibré offre une meilleure qualité d'image que le FSR en mode quality. Alors après ça dépend des jeux aussi. Donc bon, c'est toujours une option en plus, c'est de meilleure qualité qu'avant. Le XeSS, je dirais traditionnellement, est un petit peu plus lourd que le FSR, mais si on va avoir une meilleure qualité d'image tout en gagnant un petit peu en performance par rapport au natif, ça reste une option qui peut être intéressante. Et puis ben voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Alors comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez donner de la force à la chaîne, regardez ma chaîne YouTube, et si vous voulez me soutenir plus directement, il y a la page Ko-fi de la chaîne. Et comme d'habitude, merci à tous les contributeurs, ça m'aide vraiment énormément. Et puis, ben sinon, on se retrouve aussi très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!